Ces filles au look extravagant sont-elles vraiment françaises? Cette question, qui peut sembler provocante au premier abord, a pourtant bouleversé une famille américaine installée dans une petite ville tranquille du Midwest. Le père s'appelait Mark Anderson, sa femme s'appelait Laura, et leur fille de 4 ans, Emily, était une petite fille au sourire lumineux, de celle qui donne l'impression que la pièce entière devient plus douce dès qu'elle lève les yeux vers vous. Mais derrière ce sourire, il y avait une douleur que beaucoup d'adultes ne comprenaient pas. Emily souffrait d'un trouble sévère du langage. Depuis l'âge de 8 mois, après une forte fièvre qui avait inquiété toute la famille, les médecins avaient expliqué à Mark et Laura que leur fille présentait des symptômes proches d'une aphasie motrice, parfois comparée à une atteinte de type Broca. En termes simples, Emily comprenait très bien ce qu'on lui disait. Elle reconnaissait les intentions, les émotions, les mots, les consignes simples. Mais lorsqu'elle essayait de parler, les sons restaient bloqués quelque part entre son cœur et sa bouche. Imaginez une enfant de 4 ans qui veut dire qu'elle a peur, qu'elle a faim, qu'elle aime sa mère, qu'elle veut jouer avec les autres, mais qui ne parvient qu'à produire de petits sons étouffés. Imaginez cette frustration, cette prison invisible. Et imaginez maintenant les regards des autres enfants, parfois curieux, parfois cruels sans même s'en rendre compte. Au début, dans son école maternelle américaine, les autres enfants trouvaient simplement Emily différente. Ils la regardaient avec étonnement. Certains lui demandaient pourquoi elle ne parlait jamais. D'autres tentaient de jouer avec elle, puis se lassaient parce qu'elle ne répondait pas comme eux. Mais avec le temps, les mots sont devenus plus durs. Elle est bizarre. Elle ne sait même pas parler. Pourquoi elle reste toujours silencieuse? Ces phrases n'étaient peut-être pas prononcées avec une vraie méchanceté. Les enfants répètent souvent ce qu'ils ne comprennent pas. Mais pour Emily, chaque mot était un coup. Elle ne pouvait pas répondre, mais elle comprenait. Elle savait qu'on parlait d'elle. Elle voyait les groupes se former sans elle. Elle voyait les anniversaires, les dessins, les jeux de cours, les éclats de rire auxquels elle ne participait plus. Peu à peu, la petite fille qui souriait si facilement s'est renfermée. À la maison, elle faisait moins de son qu'avant. Elle ne tendait plus les bras avec la même énergie. Elle restait parfois assise devant ses crayons, immobile, comme si même dessiner demandait trop de courage. Pour Mark et Laura, voir leur fille disparaître derrière ce silence était une souffrance difficile à expliquer. C'est à ce moment-là que la vie de la famille a basculé. Mark travaillait dans une entreprise de cybersécurité. Un jour, son supérieur l'a convoqué pour lui annoncer une mutation importante. Le siège européen de l'entreprise, situé à Paris, cherchait un responsable capable de coordonner une nouvelle équipe internationale. Mark avait le profil parfait. La proposition était avantageuse, mais elle impliquait une chose immense, quitter les États-Unis et s'installer en France. Laura a d'abord refusé catégoriquement. Pour elle, l'idée de déplacer Emily dans un pays dont elle ne connaissait ni la langue ni les codes sociaux semblait presque irresponsable. Si Emily souffrait déjà dans un environnement familier, comment pourrait-elle survivre dans un pays où tout serait différent? Les rues, les sons, les odeurs, les écoles, les visages, la langue française, les conversations rapides, les gestes, les habitudes. Tout cela ressemblait à un mur encore plus haut devant sa fille. Mais Mark, lui, voyait les choses autrement. Il ne prétendait pas que la France allait miraculeusement guérir Emily. Il savait que ce serait difficile. Pourtant, il pensait qu'un changement d'environnement pouvait aussi briser le cercle de tristesse dans lequel sa fille s'enfonçait. Il disait à Laura, « Ici, elle est déjà cataloguée. Les enfants l'ont enfermée dans une image. Là-bas, elle aura peut-être une chance de recommencer. » À mon avis, c'est précisément dans ce genre de décision que l'on mesure le courage des parents. Ce n'est pas le courage spectaculaire que l'on applaudit dans les films. C'est un courage silencieux, terrifiant, celui de choisir l'inconnu parce que le connu est déjà devenu trop douloureux. Après de longues discussions, des nuits sans sommeil, des appels aux médecins et des recherches sur les orthophonistes en France, Laura a fini par accepter. Elle ne le faisait pas par enthousiasme, mais par espoir. Un espoir fragile, presque désespéré. Revoir Emily sourire au moins une fois comme avant. Avant le départ, Mark et Laura ont commencé à regarder des vidéos sur la France. Ils connaissaient les clichés habituels, la Tour Eiffel, les boulangeries, les musées, les cafés parisiens, les villages de Provence, la politesse un peu distante, la mode élégante, les longues discussions autour d'un dîner. Mais un soir, ils sont tombés sur un documentaire consacré à une partie de la jeunesse française urbaine. On y voyait des adolescentes très maquillées, avec des cheveux colorés, des vêtements provocants, des ongles interminables, des sacs brillants, des baskets de marque, des bijoux voyants, des expressions rapides, et une manière de parler qui semblait à Laura très bruyante, presque agressive. Laura a froncé les sourcils. « Ce sont vraiment des Françaises ?» a-t-elle demandé. Dans son esprit, les Françaises étaient élégantes, réservées, raffinées, habillées avec sobriété, marchant dans les rues de Paris avec un livre sous le bras et un foulard noué sans effort. Ces filles du documentaire, elles, riaient fort, posaient devant des vitrines, parlaient de mode, de réseaux sociaux, de soirées, de maquillage et de popularité. Elles donnaient une impression de confiance excessive, presque intimidante. Mark a lui aussi été surpris. « Si Paris ressemble à ça, Émilie risque d'être complètement perdue », a-t-il murmuré.
Et voilà le point qui dérange. Beaucoup d'étrangers disent aimer la France, mais ils aiment souvent une France imaginaire. Une France de cartes postales, propre, romantique, silencieuse, éternellement assise à la terrasse d'un café. Or la France réelle est beaucoup plus complexe. Elle est élégante et chaotique, douce et brutale, raffinée et populaire, classique et rebelle. La France, ce n'est pas seulement Versailles, le Louvre et les croissants. C'est aussi les centres commerciaux de banlieue, les lycéens qui parlent fort dans le métro, les filles qui inventent leur propre style, les garçons qui mélangent les cultures, les familles venues partout, les quartiers qui se cherchent, les contradictions qui explosent au grand jour. Laura, à ce moment-là, ne le savait pas encore. Elle jugeait sans haine, mais elle jugeait. Et c'est souvent comme cela que commencent les préjugés les plus dangereux, non pas par la haine directe, mais par l'inconfort devant ce qui ne correspond pas à l'image que l'on s'était fabriquée. Quelques semaines plus tard, la famille Henderson a atterri à l'aéroport Charles de Gaulle. Après un long vol, Émilie tenait fermement la main de sa mère. Elle regardait autour d'elle avec de grands yeux fatigués. Les annonces en français résonnaient dans les haut-parleurs. Les voyageurs avançaient vite. Les panneaux indiquaient sortie, bagages, correspondance. Pour Marc et Laura, tout semblait à la fois familier et étranger. Ils furent d'abord surpris par l'organisation de l'aéroport, par le mélange de langues, par les familles pressées, par les hommes d'affaires, les touristes, les étudiants. Ce n'était pas la France figée des brochures touristiques. C'était une France vivante, nerveuse, multiple. Leur appartement se trouvait dans l'ouest parisien, dans un immeuble moderne non loin de la Défense, où Marc devait travailler. Laura fut impressionnée par les tours de verre, les lignes de métro, les scooters, les boulangeries au coin des rues, les immeubles anciens coincés entre des constructions contemporaines. Tout semblait plus dense que dans leur petite ville américaine. La vie arrivait de tous les côtés. Le jour du déménagement, les cartons remplissaient le salon. Émilie, perdue dans cet environnement nouveau, se réfugiait près d'une fenêtre. Elle observait la rue, les passants, les chiens tenus en laisse, les vélos, les enfants avec leurs cartables. Elle semblait inquiète, mais pas complètement fermée. Il y avait dans son regard une petite curiosité que Laura n'avait pas vue depuis longtemps. Puis, un incident arriva. Alors que Marc parlait avec le concierge et que Laura vérifiait un carton de documents, Émilie disparut. Cela n'avait duré que quelques instants, mais dans un immeuble inconnu, quelques instants suffisent pour faire basculer un cœur de mère dans la panique. « Emily! Émilie !» cria Laura en courant dans le couloir. Marc descendit les escaliers, ouvrit la porte du hall, regarda vers la rue, revint vers l'ascenseur. Finalement, ils trouvèrent Émilie assise dans un angle du palier, en larmes, incapable d'expliquer ce qui s'était passé. À côté d'elle se tenait un couple français d'une 50aine d'années avec une petite fille d'environ 7 ans. L'homme s'appelait Philippe Moreau. Sa femme s'appelait Claire, et leur fille, Juliette. Philippe parla en anglais correct et demanda doucement. Is she your daughter? She seemed lost. We didn't want to scare her. Laura remercia le couple plusieurs fois, la voix tremblante. Elle expliqua qu'Émilie avait un trouble du langage. Claire posa une main sur son cœur avec une expression de compassion sincère. Juliette, elle, sortit de son petit sac une peluche en forme de lapin et la tendit à Émilie. « Tu peux le garder un peu, dit-elle avec douceur. » Émilie ne comprit pas tous les mots, mais elle comprit le ton. Elle serra la peluche contre elle, et ses pleurs diminuèrent. Philippe invita les Henderson à venir dîner dès qu'ils seraient installés. Laura fut touchée. Elle avait entendu dire que les Français pouvaient être froids, distants, parfois méfiants envers les étrangers. Pourtant, ses voisins venaient de se montrer délicats, attentifs, presque familiaux. Sa première fissure intérieure venait de s'ouvrir. Quelques jours plus tard, Marc, Laura et Émilie furent reçus chez les Moreau. Claire avait préparé un dîner simple mais généreux, quiche lorraine, ratatouille, poulet rôti, salade, fromage, baguettes fraîches, et même un petit gratin de pâtes pour Émilie, au cas où les saveurs françaises seraient trop nouvelles pour elle. Philippe s'excusa en riant, on a essayé de faire un peu français, mais pas trop intimidant. Ce détail bouleversa Laura. Ces gens avaient pensé à sa fille. Ils avaient imaginé ce qui pourrait la rassurer. Ils avaient préparé quelque chose non pas pour impressionner des Américains, mais pour les accueillir. Pendant le repas, Philippe raconta qu'il avait étudié quelques mois à Boston dans sa jeunesse. Il savait ce que c'était que de se sentir maladroit dans une autre langue. Au début, je comprenais les blagues 10 secondes trop tard, dit-il en riant. Et quand je répondais, tout le monde avait déjà changé de sujet. Marc éclata de rire, mais ses yeux étaient humides. C'est exactement ce que nous ressentons ici, répondit-il. Claire, de son côté, expliqua que sa propre sœur travaillait comme orthophoniste à Lyon. Elle proposa d'aider Laura à comprendre le système français, les rendez-vous, les écoles, les démarches. Ce n'était pas une grande déclaration héroïque. C'était mieux que cela. C'était une aide concrète. Pendant ce temps, Juliette s'assit avec Émilie sur le tapis du salon. Elle sortit des feuilles blanches, des feutres, des gommettes. Elle ne força pas Émilie à parler. Elle ne posa pas 1000 questions. Elle dessina simplement une maison, un chat,
puis pointa Émilie avec un sourire comme pour dire « À toi ». Émilie prit un feutre bleu. Sa main trembla un peu. Puis elle traça une ligne. Une simple ligne. Mais pour Laura, cette ligne était immense. C'était peut-être la première fois depuis des mois qu'Émilie acceptait d'entrer dans un jeu partagé sans se replier immédiatement. En rentrant chez eux, Laura serra la main de Marc. « Je crois qu'on a peut-être bien fait de venir, murmura-t-elle. 6 semaines passèrent. La vie à Paris n'était pas toujours facile. Les démarches administratives fatiguaient Laura. Les supermarchés étaient différents. Les conversations allaient trop vite. Les gens n'étaient pas toujours patients. Certains serveurs répondaient sèchement. Certains passants ne souriaient pas. Mais il y avait aussi des gestes inattendus. Une boulangère qui gardait toujours un petit morceau de pain pour Émilie, un voisin qui aidait à porter une poussette, une vieille dame qui disait bonjour tous les matins avec une régularité presque cérémonielle. Émilie commençait une prise en charge avec une orthophoniste parisienne. Les progrès étaient lents, parfois invisibles. Mais elle semblait moins éteinte. Elle observait davantage. Elle acceptait de sortir. Elle suivait Juliette du regard avec une admiration silencieuse. Un samedi, les Moreau proposèrent une sortie à Disneyland Paris. Mark E.T., Laura hesitant. Les foules, le bruit, les files d'attente, tout cela pouvait être trop pour Émilie. Mais Claire les rassura. On IRA dousement. Si c'est trop, on rentre. Le parc était bondé. Des familles venues de toute l'Europe marchaient entre les boutiques, les attractions et les personnages costumés. Les musiques, les rires, les cris des enfants se mélangeaient dans une atmosphère presque irréelle. Émilie ouvrait de grands yeux. Elle semblait impressionnée, mais pas terrifiée. Lorsque la parade commença, quelque chose changea. Les danseurs passaient, les costumes brillaient, les enfants applaudissaient. Émilie se redressa dans sa poussette. Elle bougea légèrement les épaules au rythme de la musique. Puis un petit son sortit de sa bouche. Ce n'était pas un mot. Ce n'était même pas une syllabe claire. Mais c'était volontaire. C'était un son dirigé vers le monde. Laura se fija. Marc, elle essaie de parler. Marc posa une main sur sa bouche. Pendant quelques secondes, il ne dit rien. Il regardait sa fille comme si elle venait d'ouvrir une porte verrouillée depuis des années. La journée continua. Émilie monta sur un carrousel avec Juliette. Elle serra fort la barre dorée du cheval, mais elle ne pleura pas. Dans une petite attraction adaptée aux enfants, elle poussa même un cri étrange, entre la peur et la joie. Les adultes rirent doucement, non pas pour se moquer, mais parce qu'ils voyaient une enfant reprendre contact avec sa propre énergie. Mais vers la fin de l'après-midi, alors que tout le monde entrait dans une boutique de souvenirs, le drame arriva. Laura fut distraite par une rangée de peluches. Claire cherchait un cadeau pour une nièce. Marc vérifiait son téléphone. En quelques secondes, Émilie disparut. La panique fut immédiate. Laura appela son nom encore et encore. Marc courut vers la sortie de la boutique. Philippe alerta un employé. Claire prit Juliette par la main et commença à chercher dans les allées proches. Mais il y avait trop de monde. Trop d'enfants. Trop de poussettes. Trop de cris. Et Émilie ne pouvait pas appeler à l'aide. Laura sentit ses jambes trembler. Aux États-Unis, elle avait lu trop d'histoires d'enfants disparus. La France avait beau être un pays développé, un lieu touristique, un parc sécurisé, aucune sécurité n'est absolue quand votre enfant n'est plus dans votre champ de vision. Et si quelqu'un l'avait emmené? Souffla-t-elle, presque incapable de respirer. Marc essayait de rester rationnel, mais son visage trahissait la même terreur. Philippe regardait le plan du parc et proposait de se répartir les zones. Des annonces furent demandées au personnel. Mais plus les minutes passaient, plus Laura avait l'impression que le sol s'ouvrait sous elle. C'est alors qu'un cri d'enfant attira l'attention près du passage de la parade. Une petite fille était accroupie au bord d'une barrière, secouée de sanglots, incapable de répondre aux adultes qui s'approchaient. Autour d'elle se tenait un groupe d'adolescentes françaises au style spectaculaire. Maquillage appuyé, faux cils, cheveux colorés, vestes courtes, pantalons larges, bijoux brillants, ongles décorés. Elles ressemblaient exactement à ces filles du documentaire que Laura avait regardé avec malaise avant de venir en France. La meneuse du groupe s'appelait Inès. Elle venait de Seine-Saint-Denis avec ses amies Maëlys, Chloé et Samira, dans le cadre d'une sortie scolaire organisée par leur lycée professionnel. Ces filles parlaient fort, riaient fort, prenaient des photos, se faisaient remarquer. Beaucoup d'adultes les auraient probablement jugées avant même de leur adresser la parole. Mais lorsqu'elles avaient vu Émilie seule et en pleurs, elles s'étaient immédiatement arrêtées. Inès s'était accroupie devant elle. « Eh, ma belle, ça va? Tu as perdu tes parents ?» Émilie avait tenté de répondre, mais aucun mot n'était sorti. Les adolescentes avaient compris que quelque chose n'allait pas. Miss avait sorti son téléphone et ouvert une application de traduction, pensant que la petite était peut-être étrangère. Chloé avait demandé à un employé de rester près d'elle. Samira avait enlevé son sweat pour le poser doucement sur les épaules d'Émilie, comme si ce geste pouvait créer une bulle de protection. Une enseignante qui accompagnait le groupe arriva alors, visiblement stressée par l'horaire. « Les filles, on doit rejoindre le bus, maintenant. Laissez l'enfant au personnel. » Inès se redressa.
Madame, elle ne parle pas. Elle est terrorisée. On ne va pas juste partir. L'enseignante insista. Ce n'est pas votre responsabilité. Et c'est là que la phrase d'Inès frappa ceux qui l'entendirent. Si on voit une petite fille perdue et qu'on part parce que ce n'est pas notre responsabilité, alors c'est quoi, être responsable? Cette phrase, je vais être honnête, résume quelque chose que beaucoup de gens oublient aujourd'hui. On parle souvent de citoyenneté, de valeurs, de respect, d'éducation. Mais parfois, tout cela se joue dans une scène très simple. Restez auprès d'un enfant qui pleure, même si cela dérange votre programme. Quand Laura, Marc et les Moreau arrivèrent en courant, Émilie reconnut sa mère et poussa un cri étouffé, presque animal, avant de se jeter dans ses bras. Laura tomba à genoux et la serra si fort que les adolescentes reculèrent légèrement, émues. Merci, 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 répétait Laura en anglais, puis en français maladroit. Merci beaucoup. Marc demanda ce qui s'était passé. Inès expliqua simplement, on l'a vue pleurer. Elle n'arrivait pas à parler. On a compris qu'il fallait rester avec elle. Laura regardait ses filles. Ces filles qu'elle aurait peut-être évitées dans le métro. Ces filles qu'elle aurait jugées trop bruyantes, trop maquillées, trop provocantes. Et voilà qu'elles avaient protégé son enfant avec une maturité que beaucoup d'adultes n'auraient peut-être pas eue. La honte monta en elle comme une vague. Elle se souvint de ses commentaires devant le documentaire. Elle se souvint de sa peur, de son mépris déguisé en inquiétude. Elle comprit que le problème n'était pas leur apparence. Le problème, c'était le regard qu'elle avait posé sur elle. Inès sourit à Émilie. C'est bon, princesse. T'es avec ta maman maintenant. Émilie, encore tremblante, tendit la main vers elle. Inès la prit doucement. Le contact ne dura que quelques secondes, mais il sembla sceller quelque chose d'invisible. Les adolescentes durent partir, rappelées par leur enseignante. Avant de s'éloigner, Maëlys lança « Elle est trop courageuse, votre fille. » Puis elles disparurent dans la foule. Après cet incident, Émilie changea. Elle ne se mit pas soudainement à parler comme les autres enfants, bien sûr. Ce serait mentir, et les histoires trop miraculeuses finissent souvent par trahir les vrais combats. Mais quelque chose s'était débloqué. Elle essayait davantage. Elle produisait plus de sons. Elle pointait du doigt avec plus d'énergie. Elle cherchait le regard de ses parents pour communiquer. L'orthophoniste remarqua elle aussi une évolution. Émilie semblait moins paralysée par l'échec. Laura, de son côté, pensait souvent à Inès et à ses amis. Elle regrettait de ne pas les avoir remerciés plus correctement. Marc aussi. Il disait, on a reçu une leçon de la part de filles qu'on aurait jugées en 5 secondes. Quelques semaines plus tard, les Moreau proposèrent d'aller dans un grand centre commercial de la région parisienne, où se tenait un événement mêlant danse, mode et association de jeunes. Laura accepta, pensant que cela changerait les idées d'Émilie. La galerie était animée. Sur une scène centrale, plusieurs groupes se succédaient pour des performances de danse urbaine, de chant et de mode. Soudain, Émilie se fija. Sur scène venaient d'apparaître Inès, Maëlys, Chloé et Samira. Elles participaient à une démonstration organisée avec leur lycée et une association locale. Leur style était toujours aussi flamboyant. Mais cette fois, Laura ne vit plus des filles trop bruyantes. Elle vit des adolescentes pleines de vie, d'audace, de créativité, avec cette énergie particulière de la jeunesse française qui refuse de se laisser ranger dans une case. La performance commença. Les filles dansaient avec précision, humour, confiance. Le public applaudissait. Émilie regardait Inès sans bouger, la bouche légèrement ouverte. Puis, lentement, elle avança de quelques pas vers la scène, tenant la main de Laura. Quand la musique s'arrêta, les adolescentes saluèrent. Inès aperçut Émilie dans la foule. Son visage s'illumina. Mais c'est la petite de Disney. Elle descendit de scène avec ses amis. Laura sentit les larmes monter. Nous voulions tellement vous revoir, dit-elle. Depuis ce jour-là, Émilie essaie davantage de communiquer. Vous avez fait plus que nous aider à la retrouver. Vous lui avez montré que le monde pouvait répondre à ses appels, même quand elle n'arrive pas à parler. Inès, gênée, baissa les yeux. On n'a rien fait d'extraordinaire. C'est alors qu'Émilie fit quelque chose que personne n'attendait. Elle serra la peluche qu'elle tenait contre elle, regarda Inès, força sa respiration, ouvrit la bouche, et prononça avec difficulté un mot fragile, presque cassé, mais compréhensible. Merci. Le silence tomba autour d'eux. Laura porta ses mains à son visage. Marc ferma les yeux. Claire pleurait déjà. Inès resta immobile, comme si ce petit mot venait de la traverser de part en part. Tu l'as dit, murmura Inès. Tu l'as vraiment dit. Maëlys applaudit doucement. Chloé essuya une larme. Samira s'accroupit devant Émilie et lui dit « T'es incroyable, tu sais ?» Des spectateurs qui ne connaissaient pas toute l'histoire furent pourtant touchés par l'émotion de la scène. Certains demandèrent ce qui se passait. D'autres comprirent seulement qu'un enfant venait de gagner une petite bataille immense. Et parfois, il n'est pas nécessaire de connaître tous les détails pour sentir qu'on assiste à quelque chose de vrai. Marc prit alors la parole, en français hésitant mais sincère.
je dois vous dire pardon. Avant de venir en France, nous avons vu un documentaire sur des filles avec un style comme le vôtre. Nous avons eu peur. Nous avons pensé des choses injustes. Nous avons jugé votre apparence. Mais vous nous avez montré que le cœur d'une personne ne se lit pas sur son maquillage, ses vêtements ou sa manière de parler. Inès sourit, un peu émue, un peu moqueuse pour cacher sa gêne. Vous savez, monsieur, en France, on adore juger les gens. Trop maquillée, pas assez élégante, trop de banlieue, trop américaine, trop ci, pas assez ça. Mais au final, quand un enfant est perdu, on ne se demande pas s'il nous ressemble. On l'aide. Cette phrase aurait dû être diffusée sur tous les écrans. Parce qu'elle disait quelque chose de profond sur la France d'aujourd'hui. Une France qui se dispute, qui se critique, qui se regarde parfois avec dureté, mais où des gestes de solidarité surgissent encore là où on ne les attend pas. Après cette rencontre, Laura changea sa manière de regarder le pays. Elle ne prétendit jamais que la France était parfaite. Elle avait vu les difficultés, les tensions, les impatiences, les malentendus culturels. Elle savait que Paris pouvait être dur, que les gens pouvaient paraître froids, que l'administration pouvait dépuiser les étrangers, que les préjugés existaient partout. Mais elle avait aussi vu autre chose, des voisins qui ouvrent leurs portes, une enfant française qui partage ses crayons, des adolescentes au look provoquant qui protègent une petite fille inconnue, une orthophoniste patiente qui célèbre chaque son comme une victoire. Et c'est peut-être cela, la vraie France. Pas une France idéale, pas une France de publicité touristique, pas une France uniquement romantique et élégante. Une France humaine, contradictoire, parfois agaçante, parfois magnifique. Une France où l'on peut se sentir perdu dans le métro le matin et profondément accueilli le soir autour d'une table. Une France où l'apparence trompe souvent, parce que la générosité se cache parfois sous du maquillage brillant, des baskets voyantes et une voix qui porte trop fort. Émilie continua ses séances d'orthophonie. Les progrès restaient lents. Elle utilisait des cartes, des gestes, des dessins. Certains jours, elle se décourageait et pleurait de frustration. D'autres jours, elle parvenait à produire un son plus clair, une syllabe plus nette, un mot presque complet. Chaque petite avancée devenait une victoire familiale. Juliette restait son amie fidèle. Les Moreau étaient devenus plus que des voisins. Quant à Inès et ses amis, elles restèrent dans l'histoire familiale comme les héroïnes inattendues d'un jour de panique. Laura disait souvent « Nous sommes venus en France pour le travail de Marc. Mais c'est la France qui a travaillé sur nous. » Cette histoire nous oblige à poser une question dérangeante. Combien de fois avons-nous jugé quelqu'un trop vite? Combien de fois avons-nous confondu style et caractère, volume de voix et manque d'éducation, apparence provocante et absence de cœur? Dans une société où tout va vite, où l'on classe les gens en une seconde, cette famille américaine a reçu une leçon simple mais puissante. L'humanité ne porte pas toujours le costume que l'on attend. Marc et Laura avaient quitté les États-Unis avec la peur que leur fille soit encore plus isolée dans un pays étranger. Ils ont découvert que, parfois, l'étranger n'est pas seulement ce qui nous sépare. Il peut devenir ce qui nous libère de nos anciennes certitudes. Aujourd'hui encore, Émilie parle peu. Mais lorsqu'elle parvient à dire un mot, même imparfait, Laura pense à ce jour au centre commercial, à Inès qui retenait ses larmes, à ce merci fragile qui avait fait taire toute une foule. Elle pense aussi à la première fois où elle avait vu ses filles à l'écran et s'était demandé si elles étaient vraiment françaises. Oui, elles l'étaient. Peut-être même plus françaises que l'image figée que certains étrangers, et parfois certains Français eux-mêmes, veulent garder de la France. Parce qu'elles incarnaient une France vivante, diverse, bruyante, imparfaite, mais capable de s'arrêter pour une enfant perdue. Et au fond, n'est-ce pas cela qui compte le plus? Non pas savoir si quelqu'un correspond à notre idée de l'élégance ou de la respectabilité, mais savoir si, au moment décisif, cette personne tend la main. Alors, que pensez-vous de cette histoire? Pensez-vous, vous aussi, que l'on juge trop vite les jeunes à leur apparence? Avez-vous déjà vu un geste de bonté venir de quelqu'un que tout le monde sous-estimait? Cette histoire nous rappelle que la fierté d'un pays ne se mesure pas seulement à ses monuments, à sa gastronomie ou à son histoire, mais aussi aux gestes anonymes de ceux qui choisissent d'aider quand personne ne les y oblige. La France n'a pas seulement offert à Émilie un nouveau décor. Elle lui a offert des rencontres. Et parfois, une rencontre suffit à rallumer une voix que la peur avait presque éteinte.